Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets principaux de ma chaîne, un des sujets qui est le plus regardé, le plus vu sur ma chaîne selon les statistiques. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un adolescent qui, il y a quelques années, est décédé suite aux tortures, mais aussi à la maltraitance des membres de sa propre famille. Cette vidéo est vraiment tirée de beaucoup d'informations et de preuves des deux procès. Donc, il y a deux accusés dans cette histoire qui ont été accusés et qui sont passés en procès et qui ont également été reconnus coupables et jugés. Donc, les informations de la vidéo vont vraiment dans le même sens que le procès. Donc, c'est beaucoup d'heures d'écoute, surtout que c'est en anglais. Donc, ça a été vraiment un sujet très long à travailler, très long à écrire. Alors, j'espère que vous serez satisfait du travail que je veux fournir. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avant d'entrer immédiatement dans le sujet. On va parler de la victime, des membres de sa famille, mais aussi ce qu'il a vécu un peu avant le drame. Donc, on a Timothy Ferguson qui est né le 6 août 2006. Sa mère s'appelait Shanda Vanderhart et son père s'appelait Eric Ferguson. Il est le troisième enfant d'une fratrie de 4 enfants. Donc, il a un frère aîné qui s'appelle Paul et qui, au moment des faits, avait 19 ans. Il a également une sœur qui s'appelle Millie. Il a lui, qui est né en troisième, et il a un frère cadet qui s'appelle Nolan. Donc là, selon Shanda Vanderhart, Timothy avait plusieurs diagnostics. Certains se sont avérés être vrais, certains encore en cours d'examen, d'autres pas vraiment. C'est cette partie-là, je dois dire, qui a été mentionnée dans le procès, c'est assez spécial, c'est assez flou, parce qu'on ne sait pas si Timothy avait réellement tous ces diagnostics-là, si c'était pas plutôt Shanda qui voulait lui donner ces diagnostics-là, peut-être pour se donner une excuse. Mais bref, je vais quand même ici tout mentionner, ce qui a été mentionné dans le procès, et on va essayer ensuite d'y aller avec la logique. Donc, selon Shanda, Timothy Ferguson, donc son fils, la victime de cette affaire, souffrait de beaucoup de troubles, notamment l'autisme. Il était également TDAH. Il avait un trouble bipolaire, un trouble sensoriel, le trouble de la parole ainsi qu'un trouble moteur. Donc là, moi, avec ces informations-là, je me suis dit, voyons, c'est impossible qu'il ait tout ça. Et à force de regarder le procès, j'en suis venue à la conclusion suivante. L'autisme présente plusieurs symptômes qui ne sont pas les mêmes chez tous les individus. Ça, on le sait. Ça dépend évidemment du degré d'autisme de l'enfant. Là, s'il y a des psychologues ou encore des gens qui sont vraiment experts dans le domaine, vous pourrez me l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre, d'avoir une conversation civilisée et très respectueuse aussi. Donc, l'autisme peut être présenté par plusieurs des symptômes suivants. Donc, on sait que l'autisme peut être la manipulation des objets exécutés de manière inhabituelle ou encore limitée, ce qui peut vraiment être attribué aux symptômes du trouble moteur. Shanda va également dire que son fils avait un trouble de la parole. Alors là, l'acquisition des compétences linguistiques suivie de l'arrêt de la progression ou encore de la perte de ses compétences peuvent également être un symptôme de l'autisme. Elle va également mentionner des troubles sensoriels chez son fils. Donc là, ici, on a des troubles de l'odorat, des troubles au toucher, les textures. Ça peut être également des sons, les couleurs ou encore le goût. Donc,
ça fait également partie de l'autisme. Il y a certains autistes qui vont avoir beaucoup de troubles sensoriels et c'est vraiment un des premiers facteurs qui va nous dire si on doit aller consulter un médecin pour son enfant ou pas. Donc là, tout ça, ben pour moi, donc selon moi, ça me ramène vraiment à l'autisme que Timothy Ferguson avait. Ensuite, il y a des réactions intenses aux changements mineurs dans la routine et à l'environnement. Ça peut s'apparenter aux troubles de l'humeur ou aux troubles bipolaires, mais ça peut également s'apparenter à l'autisme également. Donc, si on y va avec la logique, si Timothy souffrait du trouble donc de changement de routine, de plan de la journée ou autre, de troubles sensoriels ou encore de troubles de la parole et qui souffrait de l'autisme, ben en fait, Timothy Ferguson souffrait sûrement que de l'autisme, avec beaucoup de symptômes, donc sûrement de l'autisme sévère. Savez-vous également que 7% de la population autistique ont des troubles bipolaires? Ils ont donc 6 fois plus de chances ou de malchance d'être autistes et en plus d'avoir un trouble bipolaire. Shanda et Eric vont donc se séparer lorsque Timothy est encore jeune. À cette époque-là, donc là on recule je crois au primaire, on va dire bon jusqu'à peu près 10-12 ans, là, Paul va également habiter chez Eric, donc son père. Paul qui est le frère aîné de Timothy. Puis par la suite, il va aller habiter chez Shanda. On sait qu'en 2021, Eric va appeler Shanda et va lui demander de reprendre la garde de Timothy pour lui donner quelques mois, voire quelques années de break, donc de pause, parce que, ben, en effet, s'occuper d'un enfant qui est autiste sévère, c'est quand même difficile. Il le fait vraiment, mais là, il aurait vraiment besoin que Shanda prenne la relève. Donc, elle va accepter. Et c'est donc à partir du 27 mai 2021 que la vie, que l'enfer de Timothy Ferguson va commencer. C'est donc le 27 mai 2021 que Timothy Ferguson va emménager chez sa mère, donc Shanda, qui habite la maison avec son nouveau mari qui s'appelle Adam. Il y a également Paul, donc son frère aîné, qui habite là. Il a également Nolan, donc son petit frère. Et il a un autre enfant de 5 ans, donc l'enfant de Adam, qui habite également la maison. On ne connaît pas son nom, évidemment, c'est pour protéger son identité dans l'histoire, mais également face aux médias. Donc là, ce que j'ai appris pendant le procès, c'est que le 27 mai 2021, lorsque Timothy Ferguson emménage chez Shanda, il n'y a aucun voisin qui est au courant que Timothy emménage là. Donc, elle a caché l'identité de son fils, donc elle a caché le fait qu'il était né, qu'il était là dans la maison, à tout son entourage, mais également à tous les voisins. Même que durant l'habitation, lorsque Timothy habitait la maison, il y a le petit garçon de 5 ans, donc le fils d'Adam, qui était même pas au courant que Timothy habitait la maison. On sait que de mai 2021 jusqu'à peu près janvier 2022, la cohabitation se passe quand même bien. Timothy a sa propre chambre, vraiment ça va bien. À partir de janvier 2022, c'est vraiment là que tout va basculer. Adam tombe extrêmement malade, donc le beau-père de Timothy, le nouveau mari de Shanda. Il va tomber très malade et il va déménager de la maison pour se faire soigner. Il avait la leucémie et il a en plus de ça fait un AVC. Lorsque Adam tombe malade, l'état financier de la maison va se dégrader. En effet, Adam ne peut plus travailler. Et là, Shanda doit se trouver un deuxième job. Alors là, Shanda, elle est comme pris un peu parce que Adam n'est plus à la maison. Elle doit donc s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et assurer un revenu. Donc là, elle se trouve un deuxième emploi et je sais qu'à un moment donné, elle va lâcher un emploi puis se consacrer qu'à un seul emploi en faisant des heures supplémentaires.
Et là, Adam, il va donc se retrouver à l'hôpital pour être soigné. Et par la suite, il ne reviendra jamais à la maison familiale. Il va donc aller vivre chez ses parents à lui. Donc, à partir vraiment de janvier 2022, on sait que Adam revient pas. Shanda, elle est à la maison avec Paul, Timothy, Nolan et l'autre enfant. L'autre enfant, donc le fils d'Adam, va finir par quitter la maison éventuellement. Que les mauvais traitements subis par Timothy vont commencer vraiment lorsque Adam part de la maison, donc de janvier 2022 jusqu'au 6 juillet 2022, soit à peu près 7 mois. Donc, suite au départ d'Adam, là, Shanda et Paul, qui est le fils aîné, vont se relayer pour s'occuper des enfants, donc de Timothy, mais également de Nolan. Alors là, on sait que Shanda va être présente le soir et la nuit. Elle va travailler de jour et Paul va faire l'inverse. Donc, il va être à la maison le jour et il va travailler le soir et la nuit. Là, à partir de février 2022, il y a des messages textes qui vont être retrouvés dans les téléphones cellulaires des deux accusés, donc de Shanda et de Paul. Paul mentionne souvent à Shanda que Timothy vole de la nourriture, donc des biscuits, des bonbons, du chocolat. Donc, c'est selon eux de la nourriture qui n'est pas nécessaire. Alors là, les deux vont parler ensemble à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ça, parce que là, Timothy, il vole de la nourriture. Et là, ils vont avoir la brillante idée, donc le premier sévice vraiment, là, c'est de mettre des verrous au frigidaire, au congélateur, mais également au garde-manger. Donc à partir de là, Timothy, pour manger, il va devenir très très dépendant de Paul lorsqu'il est présent, mais également de Shanda lorsqu'elle est présente à la maison. Par contre, Timothy va quand même réussir à défaire les verrous qui avaient été mis sur le frigidaire, le congélateur, mais également le garde-manger. Et à partir de là, du moment où il est capable de les ouvrir, il va être vraiment confiné au sous-sol, soit dans un placard. Shanda va installer également des caméras de surveillance, mais également des caméras, donc des détecteurs de mouvement. Donc là, à chaque fois que Timothy va vouloir monter les escaliers du sous-sol, ben, il y a une alarme qui va se déclencher et là, Shanda va aviser Paul de remettre immédiatement Timothy dans le placard. Shanda va également mettre des caméras, mais également des détecteurs de mouvement directement dans le placard. Et souvent, ben, elle va forcer Timothy à rester à genoux pendant de longues heures, le nez collé au mur et à ne pas pouvoir bouger. Timothy, à partir de là, va être vraiment confiné dans le sous-sol et les seules fois où il va pouvoir sortir du sous-sol, c'est pour aller promener les chiens. Alors là, on s'entend, il ne promenait pas vraiment les chiens puisque personne de son entourage était au courant que Timothy habitait la maison parce que Shanda avait honte que son fils soit autiste. Donc, pour promener les chiens, c'est simple. Elle attachait les deux chiens en laisse et Timothy prenait les laisses. Et pour promener les chiens, ben, il devait descendre les escaliers, les remonter, les descendre et les remonter, et ainsi de suite pendant plusieurs dizaines de minutes. C'est tout. Ensuite, ben, il retournait dans le sous-sol, soit dans le placard. D'ailleurs, le placard ne comportait aucun matelas, aucun oreiller, aucune couverture. Également qu'à partir du moment où Timothy est vraiment séquestré là, dans le placard, dans le sous-sol, Shanda va lui acheter des couches pour adultes et ne pourra donc plus aller aux toilettes pour uriner ou encore pour déféquer. Là. Il est vraiment pris dans le placard. Il va quand même pouvoir sortir certaines fois pour aller aux toilettes. Il faut qu'il le demande par contre à Paul ou à Shanda. Et là, ça dépend si Paul et Shanda sont dans la maison, s'ils entendent Timothy demander les toilettes ou pas. S'ils entendent Timothy, ils vont le suivre jusqu'aux toilettes et ils vont attendre à l'extérieur. Ils vont chronométrer le temps que Timothy est aux toilettes. Donc, pour le pipi, Timothy avait droit à 1 minute dans les toilettes et pour les excréments, donc le caca, il avait droit à 2 minutes maximum. C'était chronométré à la seconde près. Donc à partir de ce moment-là, évidemment que Timothy va commencer à développer des problèmes à la vessie, mais également des problèmes au côlon. Et ça, c'est des choses qu'on voit fréquemment dans les enfants, donc
de ce genre-là, de cette situation-là, qui sont maltraités et torturés et également séquestrés. On va vraiment restreindre leurs sorties, donc que ce soit même les sorties aux toilettes. Évidemment, pour avoir encore plus un contrôle sur ces enfants-là, on va également faire en sorte qu'ils deviennent dépendants, même lorsqu'ils doivent aller aux toilettes. Donc, évidemment que si un enfant, un adolescent ne peut pas aller aux toilettes lorsqu'il a envie, que ce soit même pour un adulte, ben il va finir par développer des problèmes de vessie. Il ne sera donc plus capable de se retenir. Et ça, on l'a vu aussi dans le cas de l'affaire Sylvia Likens. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Elle aussi, elle avait développé des problèmes de vessie, donc elle urinait un peu partout dans le sous-sol, puisqu'elle ne pouvait plus se retenir suite aux tortures et aux sévices qu'elle subissait par la femme qui la gardait ainsi que les enfants du voisinage. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans les vidéos que j'ai fait, donc sur Sylvia Likens, qui est aussi un autre cas d'enfant qui a été torturé et maltraité à mort. Puis vint l'introduction du pain imbibé de sauce piquante. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, a été incorporé dans les sévices, mais aussi dans les tortures, lorsqu'on sait que Timothy était autiste et qu'il avait des troubles sensoriels, notamment du goût. Alors là, Paul et Shanda lui faisait manger un pain qui était imbibé, là, qui avait été trempé dans de la sauce piquante. Et si Timothy mangeait au complet le pain, ben par la suite, il pouvait manger un pain blanc ou encore du riz blanc. C'était ça, ses repas qu'il pouvait manger. S'il n'était pas capable ou s'il refusait de manger le pain imbibé de sauce piquante, ben il ne pouvait tout simplement pas manger par la suite de pain ou de riz blanc. Et évidemment que puisque Timothy était autiste, qu'il avait des troubles sensoriels, notamment du goût, et ben souvent, il refusait de manger le pain qui était imbibé de sauce. Et ben c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, Timothy perdait beaucoup de poids. Une autre information qui a été mentionnée dans le procès de Paul, mais également dans le procès de Shanda, c'est que le 13 juin 2022, Paul va envoyer une photo à Shanda. C'est une photo de Timothy qui est très extrêmement maigre et Paul s'inquiète beaucoup parce que là ils viennent de presque réaliser que son frère est rendu presque un squelette et il va demander à Shanda qu'est-ce qu'il doit faire. Et là Shanda va lui répondre de donner du pain à Timothy. Paul va donc décider de faire un sandwich au beurre d'arachide et à la gelée, donc à Timothy. Il va lui faire un œuf brouillé avec du fromage dedans, sans le dire à Shanda. Donc il va dire à Shanda, je vais lui donner du pain, ok. Mais finalement, il va lui faire plus que ça, là, avec beaucoup de protéines, donc le pain, le beurre d'arachide, les œufs et tout, pour que son frère mange. Il va dire à son procès qu'il l'a pas dit à Shanda ce qu'il avait vraiment fait comme repas à son frère parce qu'il avait peur, lui aussi, de se faire maltraiter comme Timothy était maltraité. Mais ça, on va y revenir à la fin là, de la vidéo. On sait que le 5 juillet 2022, Paul va recevoir par message texte un ordre de Shanda d'aller réveiller Timothy. Lorsque Paul se rend dans le placard, il essaie en vain de réveiller Timothy, qui est amorphe. Il a de la misère à bouger, il a de la misère à se lever. Paul doit donc traîner Timothy, il va le traîner jusqu'à la salle de bain où il va lui faire couler un bain d'eau froide et avec la machine à glace, il va remplir le bain de glace. Donc ça va vraiment être un bain d'eau glacée. Il va mettre Timothy dans l'eau glacée. Et cette journée-là, Paul devait partir travailler. Par contre, un de ses pneus de vélo va crever. Il ne pourra donc pas aller travailler et il va rester à la maison jusqu'à ce que Shanda revienne de travailler pour qu'elle aille le porter à son travail. Et là, dans les messages textes, lorsque Paul dit qu'il a mis Timothy dans l'eau glacée, il est 14 h. Shanda va revenir à la maison à 18 h. Et Timothy est toujours dans le bain d'eau glacée. Il est inconscient, il a de la misère à ouvrir les yeux, il ne peut pas parler. Il va rester avec lui, il va essayer de le réveiller, mais il n'est pas capable. Alors là, il va demander à Shanda quoi faire. Shanda va lui dire de faire cuire de la pizza et de lui mettre sous le nez pour le réveiller. Paul va s'exécuter
il va faire cuire la pizza et il va aller dans la salle de bain pour le mettre sous le nez de son frère. Son frère va se réveiller, évidemment, c'est l'instinct de survie, on veut manger. Il se réveille et il essaie de manger la pizza, mais Paul lui enlève de sous le nez. Et là, les messages textes vont continuer entre Shanda et Paul. Et Shanda, on sait pas vraiment là, par blague ou blague de mauvais goût, vraiment pas drôle, elle va dire à Paul « Hey, ça serait donc drôle que tu lui mettes de la sauce piquante sur le pénis pour voir qu'est-ce que ça fait. » Et là, Paul va carrément refuser de faire ça. C'est vraiment, il a accepté de faire beaucoup de choses par ordre de Shanda, mais ça, jamais. Donc là, à 18h, Shanda va arriver à la maison. Elle va donc aller porter tout de suite Paul au travail. Timothy est toujours dans le bain d'eau glacée, là. Okay? Donc, ils laissent là et ils s'en vont pour porter Paul à son travail. La soirée va passer et vers 23h30, Shanda va écrire un message texte à Paul pour lui dire que Timothy est toujours dans le bain. Donc, à ce moment-là, on est rendu à 9h de temps que Timothy a passé dans le bain. À 1h du matin, Paul va revenir de travailler et il va constater que, bon, Timothy n'est plus dans le bain d'eau glacée. Donc, Paul va aller se coucher. Il est 6h du matin lorsque Paul se réveille et qu'il constate que Timothy Ferguson, donc son frère, ne respire plus. Il se met à paniquer et va immédiatement aviser Shanda. Tous les deux vont donc se diriger dans le placard et vont regarder Timothy sans savoir vraiment quoi faire. Les deux paniquent, ils savent vraiment pas quoi faire. Et là, Shanda va dire à Paul de l'aider à prendre Timothy et de l'emmener dans la chambre du haut, donc la chambre qui est supposée être la sienne. Ils vont donc l'habiller parce qu'à ce moment-là, faut pas oublier que Timothy n'avait qu'une couche pour adulte. Donc, ils vont lui enlever sa couche et Paul va prêter des vêtements à Timothy. Donc, il va lui mettre des vêtements, donc un chandail et une paire de jeans. Par la suite, il va appeler la police pour signaler que son frère ne respire plus. Il est donc autour de 6h30. La police va arriver à 7h du matin au domicile familial pour constater que Timothy est bel et bien décédé il y a quelques heures là, maximum. On sait également que Shanda va demander à Paul de retirer la ceinture qu'il avait à la taille pour la mettre à la taille du pantalon de Timothy parce que ben, visiblement Timothy flottait là, dans les jeans de son frère. Il était beaucoup trop maigre. Donc en mettant une ceinture, ben, ça paraît moins pire que les jeans sont trop grands. Lorsque les policiers vont arriver à 7h du matin, Shanda est dans tous ses états. Il y a même des vidéos sur YouTube si ça vous intéresse d'aller voir sa réaction. Là, parce qu'aux États-Unis, les policiers ont souvent des caméras sur eux. Donc, ils vont filmer en permanence là, leur interaction avec les victimes, les agresseurs ou encore bon, un acte de violence là, familiale, domicile ou autre. Et Shanda est vraiment dans tous ses états. Elle est installée là, sur les dalles de béton en face de chez elle. Et là, le policier lui demande qu'est-ce qui s'est passé, lui demande de lui expliquer. Et là, Shanda va dire qu'il y a plusieurs mois, son fils avait entamé une grève de la faim lorsque Adam était parti vivre ailleurs qu'à la maison, que Timothy était autiste et qu'il n'acceptait pas le départ d'Adam, qu'il considérait un peu comme son deuxième père. Par contre, elle n'avait jamais réalisé à quel point Timothy était devenu maigre. C'est seulement ce matin-là, lorsqu'ils ont constaté le décès de Timothy, qu'elle a réalisé à quel point il était devenu maigre. Et bon, elle n'en revient pas, elle est vraiment à bout de souffle. Bon, vraiment, c'est ce qu'elle va mentionner là, aux policiers. On sait que plus tard, et ça a été mentionné au procès, là, lorsque les policiers vont quitter le domicile, Shanda va en profiter pour se débarrasser de plusieurs preuves qui auraient pu l'incriminer ou encore mener à des actes de torture sur son propre fils. Là. Donc, elle s'est débarrassée de certaines caméras, des détecteurs de mouvement et de la mémoire, donc de la carte mémoire là, des caméras. On sait que Timothy est décédé de faim, mais également à cause de toutes les tortures et les sévices qu'il a subis là, de Paul et de Shanda qui se relayaient. Là. Donc, passer plusieurs heures à genoux
devant un mur, à ne pas pouvoir bouger, être privé de soins, donc privé de nourriture, privé de médicaments lorsqu'il est malade, privé d'être dehors tout simplement, donc de pouvoir profiter du soleil, de l'air frais, être privé de sommeil, donc souvent, ça arrivait la nuit que Shonda décidait tout simplement de réveiller Timothy pour le plaisir, de ne pas le voir dormir. Ça a été mentionné au procès aussi. De se faire frapper, de se faire fouetter, de se faire humilier, être privé de douche, de bain, de se changer, être privé de toilette. Donc, tout ça, c'est des tortures physiques. C'est également des tortures qui vont engendrer d'autres troubles physiques qui peuvent mener à la mort. Alors, si le corps de Timothy à cette heure était déjà rigide, donc la rigidité cadavérique avait déjà commencé, ça veut dire que Timothy est décédé entre 3h et 5h du matin. Là, ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est que dans la première déposition de Shonda, elle va mentionner qu'elle est allée voir Timothy dans sa chambre à 5h30 du matin, car il était tombé de son lit. Elle lui aurait demandé si tout allait bien. Il a dit qu'il s'était juste cogné la tête. 1, il n'était pas dans son lit, mais dans le placard. Et 2, impossible que Timothy soit tombé car il était déjà mort. Les policiers savent que c'est faux. Ils en ont l'habitude, entre parenthèses. Faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Bon, vu la population, évidemment qu'il y a plus de morts. Donc, les policiers, lorsqu'ils sont envoyés sur une scène comme ça, évidemment qu'ils vont constater la rigidité cadavérique et ils le savaient que c'était faux, que c'était pas à 5h30 que Shonda était venue voir Timothy parce qu'il était tombé. Ils l'ont même demandé à 2 reprises à Shonda de confirmer que c'était bel et bien à 5h30. Donc, ils lui ont comme donné 2 chances de se rattraper dans sa déposition, mais aux 2 fois, elle a dit que c'était bel et bien à 5h30 du matin qu'elle était allée le voir. C'est donc le 23 janvier 2024 que la sentence de Shonda Vander Ark a été prononcée par le juge Matthew Castle. Et pendant un instant, durant les plaidoyers, le juge a presque été convaincu par l'avocat de Shonda que Shonda ne voulait pas tuer son fils, elle voulait seulement le punir, que c'était pas du tout intentionnel et que lorsqu'elle s'en est rendue compte, il était déjà trop tard. Elle s'est rendue compte trop tard qu'elle est allée trop fort, qu'elle l'a peut-être trop puni, justement. Et il y a eu quelques jours de repos là, entre le procès et la sentence là, qui a été prononcée. Le juge a réfléchi pendant ces journées-là de repos et il a finalement compris qu'en effet, Shonda ne voulait pas tuer Timothy. Et là, je vous explique pourquoi. Si Shonda tue Timothy, elle n'a plus personne d'autre à torturer. Donc, son but n'était pas justement de tuer Timothy parce qu'elle aurait pu eu personne pour le remplacer. Son but était de le torturer, mais qu'il continue de vivre. Donc, c'est pourquoi elle lui donnait un peu de nourriture par-ci, par-là pour qu'il puisse continuer de vivre et qu'elle puisse ainsi continuer de torturer son propre enfant. Le juge, lors de la sentence, lors de la déclaration de la sentence, va mentionner avec un certain sourire en coin qu'aujourd'hui, Shonda ne peut plus se cacher dans la pénombre de sa maison pour maltraiter son fils, puisque son fils est décédé. Et heureusement, puisqu'il ne souffre plus. Parce qu'en fait, si Timothy n'était pas mort, il aurait continué de souffrir et elle aurait continué d'avoir ce qu'elle voulait tant avoir, une poupée, un objet qu'elle pouvait torturer, qu'elle pouvait martyriser à son compte et à sa guise. Et le juge était content, en fait, d'un certain sens, là, que Timothy soit mort parce que justement, ça venait mettre en lumière tout ce que cette femme-là, ainsi que son autre fils, avait fait à son propre sang, finalement. Elle va donc être condamnée à 2 chefs d'accusation pour maltraitance d'enfants, soit de 50 à 100 ans de prison. Et là, pour
le cas de Paul, il y avait plusieurs questions avant de juger qui sont revenues fréquemment lors du procès. En effet, on va se poser la question à savoir, Paul, est-ce que lui aussi avait une déficience intellectuelle qui venait justement alléger un peu les charges contre Paul, parce que lui aussi, hein, il a maltraité son frère là, de la même façon que Shonda le fait. Les deux étaient complices, les deux s'écrivaient, se textaient et se donnaient des idées sur comment maltraiter et torturer Timothy, là. C'était jusque-là. Mais là, la question, c'était de savoir si Paul avait une déficience intellectuelle ou encore un autre trouble, un peu comme Timothy, dans le fond, ben, ça venait vraiment alléger hein, le fardeau là, de sa culpabilité. Alors là, on a le docteur Chaucer qui, lui, va vraiment examiner, parler avec Paul lors de son incarcération avant son procès. Et il va mentionner que non, Paul n'a aucune déficience intellectuelle, il n'a aucun trouble de l'humeur chronique. Son parcours scolaire n'est pas wow, mais il fonctionnait dans les limites normales de son fonctionnement intellectuel lors de son parcours scolaire, mais également lors de ses entretiens devant le tribunal. La deuxième question concernant Paul était de savoir si il avait été manipulé par Shonda ou s'il avait vraiment agi de son plein gré, toujours avec la conscience qu'il avait. Durant son procès, Paul va avouer que lorsqu'il habitait avec sa mère, il se sentait redevable face à sa mère parce que Paul avait été mis dehors du domicile de son père et qu'il n'y avait aucune place où habiter. Seulement lorsque Shonda lui a dit qu'il pouvait venir vivre chez elle, ben c'est vraiment à partir de là qu'il y a comme une genre de relation toxique qui va s'installer entre les deux. C'est comme si Paul se sent redevable que sa mère l'héberge, alors que c'est sa propre mère, bref. Et Shonda, je pense qu'elle va réaliser que Paul se sent redevable, donc elle va vraiment agir avec lui comme si c'était son esclave. Donc elle va lui donner beaucoup d'ordres qu'il va devoir obéir tout simplement. Donc c'était très toxique, c'est devenu toxique au fur et à mesure des jours, des semaines, voire des mois. Et par contre, il y a plusieurs messages textes qui vont mentionner que Paul a vraiment l'air de dénoncer Timothy pour obtenir des permissions pour ensuite torturer et martyriser Timothy. C'est que le docteur Farhat va vraiment évaluer Paul et il va trouver aucune correspondance là, entre ce que Paul a fait et la manipulation que Shonda aurait pu avoir à son égard, mais également de la suggestibilité. Il n'a aucun trouble psychiatrique ni de psychose, donc au moment des faits, ni même lors de son évaluation ou encore lors de son procès. Et là, c'est durant son procès que Paul va avouer avoir eu un certain plaisir aux punitions qui ont été infligées à Timothy. Il a admis qu'il aimait recevoir les éloges de Shonda suite aux tortures qu'il a fait à Timothy aussi. Et le docteur va lui demander si à un moment donné, il a trouvé que les abus étaient intenses et mortels et démesurés. Et Paul va dire qu'il n'avait pas pensé à ça. Il n'a jamais pensé que les tortures pouvaient être mortelles. Là, on a vu aussi dans un rapport qui a été fait en 2018, lorsqu'il a rencontré des experts psychiatriques, on sait que Paul a subi beaucoup de violences par sa mère Shonda, donc durant son enfance, toute son enfance, donc son enfance et son adolescence, et que ça a été mentionné qu'il y aurait eu des prédispositions justement à faire subir la même chose à ses petits frères et à ses petites sœurs pour renverser un peu là, le rôle qu'il avait eu jusque-là. Donc jusque-là, il était victime. Maintenant, rendu grand, l'aîné, il voulait renverser ce rôle-là, donc devenir le prédateur, devenir l'agresseur, ce qui venait lui donner un peu plus de force, un peu plus de pouvoir. Par contre, le tribunal va décider de faire fi de cette évaluation-là qu'il y a eu en 2018 en disant, et je cite, « Dans cette salle de cours, les accusés ont souvent tous une histoire horrible et tragique. Si nous devions tout prendre en considération, nous aurions de sérieux problèmes. Nous avons un individu ici qui s'est intentionnellement livré à de la torture sur un autre être humain. Cet individu a manipulé l'histoire depuis le début, se disant Asperger, autiste, ayant le syndrome de Stockholm et manipulé par sa mère. Non, la vérité est que nous avons un individu qui manque d'empathie, d'émotion, et l'élément déclencheur ici est lorsque le beau-père est parti de la maison. Vous étiez alors libre de torturer une personne jusqu'à ce qu'il meure de faim,
et d'hypothermie. Et il y a également la belle-mère, donc la nouvelle femme de son père, donc de Paul, qui va venir au procès et qui va mentionner que la raison, en fait, pourquoi Paul a été mis dehors du foyer familial paternel, c'est qu'il devenait très agressif envers ses petits frères et ses petites sœurs. Et c'était pas une fois de temps en temps, ça devenait répété. Il pouvait les pousser, leur faire des jambettes. Il était vraiment très, très agressif, là, comme s'il cherchait à se venger de quelque chose. Ben, c'est sûrement se venger de ce que sa mère lui avait fait quand il était plus jeune. Et le juge va mentionner que le tribunal a peur que Paul soit en train de devenir un psychopathe. Et ce terme-là, psychopathe, est bel et bien mentionné par le juge. Donc, le terme psychopathe, souvent, on a tendance à dire que c'est plus un terme qu'on emploie, mais oui, c'est un terme qu'on emploie encore. Pourquoi? Parce que dans les troubles de personnalité antisociale, il y a deux types de personnalités antisociales. Donc, les principales, là, il y en a d'autres, mais on a la sociopathie et on a la psychopathie. Et là, encore une fois, dans mes recherches, j'ai bien et bien entendu le tribunal mentionner le terme psychopathe. Donc, c'était une petite minute d'éducation. Dis donc, pour en revenir à ça, qu'il a peur que Paul devienne un psychopathe comme sa mère et qu'en prison, il ne puisse pas obtenir l'aide dont il aurait besoin. Parce qu'en effet, les troubles de personnalité antisociale, c'est pas des troubles qui se guérissent. On devient comme ça ou on est comme ça, encore une fois, entre l'inné et l'acquis. C'est encore un sujet vraiment très partagé aujourd'hui, mais il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médication. Les thérapies peuvent peut-être abréger un peu les symptômes, mais encore là, ça reste à prouver. Le tribunal va également mentionner qu'ils ont peur que Paul représente un danger pour le public s'il était libéré. Alors là, le juge va dire, et je cite, « Monsieur Ferguson, vous êtes un produit de votre environnement, mais je ne crois pas que vous en soyez désolé. » Pour cela, le tribunal va le condamner à 30 à 100 ans de prison à purger, moins les jours qu'il a déjà purgés avant le procès, soit 592 jours. Et là, pour être honnête, dans ce genre de sujet-là, dans ce genre d'histoire-là, je trouve ça toujours fulgurant de voir à quel point les agresseurs, donc ça va souvent être les parents de la victime qui vont dire que leur but n'était pas de tuer l'enfant. Lorsqu'on frappe quelqu'un à répétition, lorsqu'on empêche quelqu'un de manger à répétition, lorsque on donne des bains d'eau froide ou d'eau bouillante à quelqu'un à répétition, lorsqu'on frappe quelqu'un à répétition, lorsqu'on le pousse, lorsqu'on l'humilie, lorsqu'on l'empêche de manger, ben évidemment qu'on va finir par le tuer. Donc, ce qui arrive avec ce genre de situation-là, c'est que encore aujourd'hui, c'est pas considéré comme un homicide ou encore un meurtre là, prémédité. Mais selon moi, ça devrait vraiment être considéré comme un meurtre prémédité parce que prémédité, ça le dit le terme, c'est prévu. C'est prévu, donc évidemment que si on maltraite quelqu'un tous les jours pendant des semaines, des mois, voire des années, oui, la personne va mourir. Et encore plus, un enfant ou un adolescent, je ne comprends tout simplement pas la justice. Et encore là, que ce soit la justice dans presque tous les pays, là, ça commence un peu plus à être pris en considération que oui, c'est des meurtres, mais il manque encore là, beaucoup de travail à faire sur ce point-là, je dirais, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, là, les personnes qui sont accusées de maltraitance d'enfants devraient plutôt être accusées de meurtre au premier degré, meurtre prémédité. Parce que, ben, selon moi, quand on frappe quelqu'un à répétition, qu'on l'empêche de manger, qu'on l'empêche de lui donner les soins adéquats, ben évidemment qu'il va mourir. Donc, si on reparle de cette affaire-là, comment ça a commencé? Ben là, on l'a su durant le procès. Shanda n'était pas à sa première fois. Bien avant là, le décès de Timothy, bien avant que Adam quitte, on sait que Paul a vécu de la violence faite par Shanda durant toute son enfance et son adolescence. Donc, ça faisait déjà longtemps que Shanda martyrisait et torturait ses enfants, qu'elle les maltraitait. Et je pense vraiment que là, quand Timothy est arrivé,
elle a vraiment vu en Timothée une genre de poupée, qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec, qu'elle pouvait vraiment se laisser aller dans cette colère-là. Et là, par contre, ce qui arrivait, c'est que Adam, son nouveau mari, était à la maison, donc elle devait se restreindre, elle devait se cacher, hein, elle devait pas trop que ça paraisse. Mais là, par contre, lorsque Adam a quitté le domicile, ben là, Chanda avait le champ libre. Elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Elle était libre de dire ce qu'elle voulait. Donc, c'était vraiment sa maison. Elle a vraiment pris possession des gens qui y habitaient. Elle a également pris possession de toute la liberté que Timothy avait également. Ça me fait penser un peu au cas des tueurs en série. On sait qu'il y a une période de latence. Donc, lorsqu'il n'y a pas de meurtre, ben ça va souvent être parce qu'ils se sont mariés, ils ont acheté une maison, un nouveau travail, ou que ça va très bien dans leur vie. Puis pouf, par la suite, lorsque, par exemple, ils vivent un divorce, une infidélité ou quelque chose comme ça, ben là, ils vont recommencer à faire des meurtres. Ben ça me fait un peu penser à ça, c'est vraiment le même schéma de pensée, c'est vraiment le même schéma aussi de comportement. Donc là, Adam est là, il n'y a pas de maltraitance ou peu. Adam n'est plus là, on va martyriser Timothy jusqu'à son décès en juillet. Donc, tout ça, les sévices, la torture, la maltraitance a duré 7 mois. Et pendant ces 7 mois-là, il n'y a absolument aucun voisin qui était au courant qu'il y a un Timothy qui habitait là. Et même que Nolan, au départ, ne savait même pas que Timothy habitait là. Ça vous donne une idée de ce que Timothy a vécu pendant ces 7 mois-là. Ça vous donne vraiment une idée de tout ce qui est arrivé à Timothy dans l'ombre du placard du sous-sol pendant ces 7 mois-là. C'est horrible, mais il faut vraiment en tirer quelque chose de positif peut-être. Il y en a une qui est derrière les barreaux. Donc, il y en a une autre qui a été arrêtée, mais il a fallu attendre le décès d'un enfant. Il y a encore beaucoup de choses à faire en ce qui concerne là, les relations familiales et tout ça. On sait souvent que la DPJ n'est pas présente au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes familles. Il faut vraiment faire du travail là-dessus. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez un pouce bleu dans les airs. Vous pouvez également commenter la vidéo. Vous pouvez vous abonner. Ça me fait très plaisir. En fait, c'est bon pour moi là, que vous vous abonnez. Activez aussi la cloche de notification pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sinon, ben, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et surtout, prenez soin de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!